Pourquoi des autorisations d'urbanisme? Parce qu'en fait, c'est un contrôle a priori des constructions, des aménagements ou des modifications des constructions existantes. Ce contrôle a priori n'est pas sur tous les projets, mais en fonction des enjeux qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Donc, il y a des catégories de travaux qui sont soumis à autorisation d'urbanisme et d'autres qui sont exemptés. Donc, c'est bien un contrôle a priori. Il peut y avoir après un contrôle a posteriori, après que l'autorisation ait été donnée. Les généralités. Donc, en fait, les autorisations d'urbanisme, c'est selon leur nature, leur importance ou leur situation. Donc, les travaux peuvent être soumis soit à des formalités au niveau du code de l'urbanisme. Donc, ces formalités, on va les voir. Il y a permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable. Souvent, je vais les appeler par exemple PA, PC. On verra une autre qui n'est pas une autorisation, mais qui est une réponse de l'administration, le certificat d'urbanisme, mais qu'on verra dans les phases préopérationnelles, ou à aucune formalité au titre de l'urbanisme. Alors là, on se doit tout de suite de préciser, c'est pas parce qu'on n'est pas soumis à une autorisation qu'on a forcément le droit de faire son projet. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, un abri de jardin qui ferait moins de 5 mètres carrés, s'il n'est pas soumis à déclaration préalable, pour autant, son installation doit respecter les règlements en vigueur dans la commune. On verra quel type de réglementation après. Donc, ce sont des actes administratifs individuels qui peuvent avoir plusieurs compétences. Compétences État, compétences communes ou compétences EPCI. Sur la Côte d'Or, il n'y a pas de compétences EPCI en matière d'autorisation du droit des sols. Par contre, compétences État ou compétences communales, on verra après pourquoi. Donc, trois activités sont contrôlées. Donc, on aura trois parties. Donc, dans la première partie, champ d'application, nous allons voir trois types de travaux. La construction, l'aménagement, la démolition. Alors, les grands principes, c'est que le principe pour les travaux en construction nouvelle, j'ai un terrain vide, je veux par exemple faire une maison, j'ai un projet de maison, le principe c'est soumis à permis de construire. Après, nous allons voir des exceptions, ou alors on est soumis à rien du tout, ou déclaration préalable, en fonction des seuils ou de la localité. Toujours, on verra. Les travaux sur construction distante, un grand principe, je ne suis soumis à rien. Mais attention, il y a des exceptions. On peut être soumis à permis de construire ou déclaration préalable selon la localisation, donc selon les enjeux ou selon l'importance des travaux. Les aménagements, principe, on est soumis à rien, sauf permis d'aménager ou déclaration préalable. Alors, par exemple, les aménagements, on entend par aménagement le fait de transformer un terrain, un espace, qui a déjà une destination, par exemple un champ, un pré, une destination agricole. Dans ce champ, allez, je vais prendre quelque chose, on va faire une piste de motocross, un circuit de motocross. On va bien aménager cet espace, on va faire des travaux, on va en changer la destination. La destination au sens du code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'avant, c'était agricole, maintenant, ça devient une activité. Et en plus, comme c'est du motocross, c'est une activité nuisante. On verra, l'instruction sera encore plus importante, encore plus précise pour justement pouvoir qualifier les impacts et les enjeux liés à ce type de destination. Le champ d'application, pour les constructions nouvelles, je vous ai dit soumis à permis de construire. Donc, on va commencer par le principe soumis à permis de construire. Donc là, nous trouvons des seuils. Alors, on parle de SP pour surface de plancher ou emprise au sol, ES pour emprise au sol. Donc, les définitions pour pouvoir calculer la surface de plancher ou déterminer l'emprise au sol, ces définitions sont dans une circulaire du 3 février 2012. C'est une circulaire sur l'emprise au sol, la surface de plancher, voire la surface fiscale. Trois notions, voilà. Donc, entre 5 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol et 20 mètres carrés, je suis soumis à permis de construire si la hauteur de ce que je fais est supérieure à 12 mètres de haut. Donc ça peut, par exemple, concerner des antennes. Et quel que soit en secteur protégé. Oui, donc là, il y a une exception par rapport donc, à la localisation. Donc on verra, je vous parlerai souvent des secteurs protégés. On connaît par exemple le périmètre de protection des monuments historiques, les abords, en fait les abords de monuments historiques. On a les sites classés, on a également les sites inscrits, voilà plusieurs secteurs
protégées au titre du Code du patrimoine, par exemple. Donc, on a également les éoliennes supérieures à 12 mètres de haut, installations solaires au sol supérieures à 250 kW crête, les piscines supérieures à 100 mètres carrés, donc là, on prend le bassin, pas les margelles, les châssis et les serres qui ont une emprise au sol de 2000 mètres carrés et une hauteur comprise entre 1,80 m et 4 mètres de haut. Donc, les ouvrages électriques supérieurs à 63 000 volts. Donc, vous voyez des exemples, par exemple, du champ d'application où ces constructions nouvelles sont soumises à permis de construire. L'exception, c'est, donc, selon la nature, l'importance, le caractère temporaire. Et là, je donne des exemples hors secteur protégé. Par exemple, sont soumis à déclaration préalable. Par exemple, les piscines qui sont comprises entre 10 et 100 mètres carrés de surface de bassin. On a également, pour les constructions nouvelles, des constructions qui sont comprises entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. C'est le fameux abri de jardin ou voilà, des types d'installations comme ça. On va faire une exception également pour les HLL, les habitations légères de loisirs, dès lors qu'elles sont inférieures à 35 mètres carrés. Donc, ça me permet de dire que ces habitations légères de loisirs, par exemple, une petite maisonnette de moins de 35 mètres carrés ou de plus de 35 mètres carrés, dès lors qu'on veut, on veut les qualifier d'habitations légères de loisirs, il faut qu'elles soient installées, on le verra au niveau des aménagements, soit dans un camping, dans un village vacances ou dans un parc résidentiel de loisirs. Donc ça, on le verra après au niveau des aménagements. Mais ça veut dire que si j'ai autorisé donc un camping, si le camping est autorisé, mais je veux mettre un chalet de plus de 35 mètres carrés, j'aurai en plus à déposer une déclaration préalable. Voilà, hein, donc. Les constructions nouvelles dispensées. Donc là, on a 4 types de dispenses. Alors, hors secteur protégé. Sinon, elles sont quand même soumises à déclaration préalable. Par nature, donc des murs de soutènement, par exemple, des clôtures agricoles, du mobilier urbain, des œuvres d'art, des caveaux, monuments funéraires. Donc là, on voit que c'est par nature les terrasses de plein pied. J'ai une maison, je fais une terrasse derrière chez moi, elle est au niveau du sol, ou très peu élevée, très peu au-dessus du sol. Je n'ai pas besoin de déposer une déclaration préalable. Par contre, le critère change si je suis dans un périmètre protégé. Donc là, bien regarder le champ d'application. Par exemple, une commune va installer un mobilier urbain. Si elle est en secteur, si elle a un abord de monument historique, il faudra quand même qu'elle dépose une déclaration préalable. Si on est en dehors du périmètre de protection, ça ne sera pas soumis, donc ça sera dispensé de déclaration préalable. Nous avons un autre type une autre caractéristique pour les dispenses, c'est la sécurité. On le comprend bien, le secret défense. Il ne s'agit pas, quand on fait des travaux qui ont un enjeu au niveau du secret défense, d'aller déposer en mairie des plans et obtenir une autorisation qui vont donner les caractéristiques de l'ouvrage. Évidemment, là, on comprend bien. Pareil pour les arsenaux, les aérodromes militaires. Donc là, c'est couvert. Voilà, il y a un enjeu de sécurité. On a également donc les dispenses liées à des installations temporaires. Par exemple, les installations de moins de 3 mois. Voilà, je vais installer quelque chose dans mon jardin, je le démonte au bout de 3 mois, je ne suis pas soumis à déclaration préalable. Attention, je peux quand même avoir à respecter les règlements d'urbanisme. Hein, si je suis dans une bande d'inconstructibles de 3 mètres, en théorie, je n'ai pas le droit de mettre une installation pour 3 mois et la démonter au bout des 3 mois. Je dois quand même respecter la réglementation. Par contre, le bâtiment de chantier, j'ai eu un permis de construire pour faire un immeuble, j'ai le droit, du fait de ce permis de construire, de déposer sans formalité un bâtiment de chantier, ça on le voit aisément dans tous les grands chantiers, qui va être installé pendant tout le temps, maximum, tout le temps donc des travaux inhérents au permis de construire. Alors aussi, on a du fait qu'ils sont soumis à une autre législation. Par exemple, les enseignes publicitaires. Si on sous le coup du champ d'application de l'enseigne publicitaire, on ne va pas doubler avec une autorisation au titre du Code de l'urbanisme. Des travaux souterrains comme miniers, des travaux sur le monument classé lui-même. On a une autre autorisation, on a un autre service, un autre CERFA qui est envoyé donc à un autre service de l'État. Attention, on va avoir des cas où, par exemple, le Code de l'urbanisme va être lié, par exemple, au Code de la construction. On va faire un permis de construire valant établissement recevant du public. Les deux réglementations vont être mélangées. Le permis de construire va valoir également autorisation au niveau d'un autre code. Donc là, on verra dans la phase instruction et les consultations.
Alors, les travaux sur existants, je vous ai dit, le principe, on est soumis à rien du tout et on a les exceptions. Soumise à déclaration préalable, je prendrai que 2-3 exemples. Je modifie l'aspect extérieur en dehors du ravalement. Le ravalement, c'est nettoyer, redonner du neuf à la façade, mais sans vraiment modifier l'aspect extérieur. Par contre, je modifie l'aspect extérieur. Par exemple, je fais une ouverture. Il y avait un mur, je fais une fenêtre. Si je ne fais que ça, je vais être soumis à une déclaration préalable. Par contre, si je double ça d'un changement de destination, je passe d'une destination agricole à une destination d'habitation ou à une destination commerciale. Là, la combinaison des deux va entraîner que je vais être soumis à permis de construire. Parce que je vais à la fois modifier l'aspect extérieur et à la fois modifier la destination. Par contre, si je modifie la destination sans modifier les façades ou les structures porteuses du bâtiment, je ne serai soumis qu'à déclaration préalable. Pour les extensions, je fais une petite extension de ma maison. Donc, une extension se comprend par exemple, alors on laisse des travaux sur existants. L'extension, ça veut dire qu'il y a un lien fonctionnel et un lien physique. C'est par exemple la véranda. La véranda, évidemment, ouverte sur le salon ou la salle à manger. Donc, cette véranda, si elle est comprise entre 5 mètres et 20 mètres carrés, je serai soumis à déclaration préalable. Si elle est au-delà de 20 mètres carrés, je serai soumis à permis de construire. Par contre, dans les communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme et dans les zones U de ces plus, il y a une possibilité d'aller jusqu'à 40 mètres carrés pour cette extension et ne relever que de la déclaration préalable. Avec l'exception, c'est que si ça conduit à dépasser 150 mètres carrés du bâtiment en surface de plancher. Alors, je m'explique, j'avais 130 mètres carrés. Je veux faire une véranda de 30 mètres. J'arrive bien à 170 mètres carrés si je ne me suis pas trompé dans ma simple addition. Donc, je dépasse 150 mètres carrés. Et auquel cas, je n'aurai pas le droit à la déclaration préalable. Pour mes 30 mètres carrés de véranda, j'aurais bien le droit à un permis de construire. Et ipso facto, j'aurai le droit, comme je serai sur un bâtiment de plus de 150 mètres carrés, il faudra que je recours à un architecte pour établir mon projet et pour avoir une signature qui soit comprise dans mon dossier de demande de permis de construire. Donc voilà, c'est une petite subtilité de l'extension au-delà de 20 mètres carrés dans les communes appliquées. Pour démolition, un principe, on n'est pas soumis, pour démolir, on n'est pas soumis à une autorisation, c'est-à-dire à un contrôle a priori de mon projet. Par contre, il y a des exceptions. Alors, DCM, ça veut dire sauf si une conseil municipal, si le conseil municipal a délibéré pour instaurer. Dans le cas où on n'a pas de plus. On est dans le cadre d'une carte communale où on est soumis au plan national d'urbanisme et on a délibéré pour expressément cette maison ou cette clôture qui a un atout, un enjeu patrimonial pour la commune. On veut que sa démolition, le projet de démolition soit soumise donc à une autorisation, et là, ce sera une déclaration préalable. Dès qu'on est en abord de monuments historiques, donc là, je demande Madame Brutin, l'architecte des bâtiments de France, pourra expliquer notamment la notion de co-visibilité, comment on a à définir les abords de monuments historiques. En périmètre d'une opération de restauration immobilière, une construction protégée par un PLU. C'est le pendant de la délibération du conseil municipal pour les communes sans document d'urbanisme. Dans le cas d'un plan local d'urbanisme, quand on révise ou quand on élabore son PLU, on peut répertorier les constructions qui ont un enjeu, qui ont un atout, un enjeu, et qu'on veut donc, par exemple, soumettre contre des exceptions. Alors, DCM, ça veut dire sauf si une conseil municipal, si le conseil municipal a délibéré pour instaurer. Dans le cas où on n'a pas de plus. On est dans le cadre d'une carte communale où on est soumis au plan national d'urbanisme et on a délibéré pour expressément cette maison ou cette clôture qui a un atout, un enjeu patrimonial pour la commune. On veut que sa démolition, le projet de démolition, soit soumise donc à une autorisation, et là, ce sera une déclaration préalable. Évidemment, dès qu'on est en abord de monuments historiques, donc là, je demande Madame Brutin,
l'architecte des bâtiments de France pourra expliquer notamment la notion de co-visibilité, comment on a à définir les abords de monuments historiques. En périmètre d'une opération de restauration immobilière, une construction protégée par un PLU. C'est le pendant de la délibération du conseil municipal pour les communes sans document d'urbanisme. Dans le cas d'un plan local d'urbanisme, quand on révise ou quand on élabore son PLU, on peut répertorier les constructions qui ont un enjeu, qui ont un atout, un enjeu, et qu'on veut donc, par exemple, soumettre à permis de démolir. Alors, sont dispensées, on retrouvera un petit peu comme d'autres types de dispenses qu'on a vu tout à l'heure, les constructions couvertes par le secret défense, des immeubles menaçant ruine ou insalubres. Là, on comprend bien, il faut aller vite parce qu'en fait, on est dans le cas d'un immeuble qui présente un enjeu de sécurité, salubrité de sécurité. Application de décision de justice. Évidemment que si un juge a prononcé après un contentieux pénal de l'urbanisme a prononcé donc la démolition de l'immeuble, on ne va pas aller en plus demander une déclaration préalable pour demander à l'administration le droit de la démolir. On va la démolir. Bâtiment frappé de service de reculement, donc là c'est par rapport à l'alignement, la notion d'alignement, c'est-à-dire qu'on est frappé d'alignement, l'immeuble est frappé d'alignement, on veut le démolir, donc là on n'est pas non plus soumis à permis de démolir. Voilà quelques exemples. Alors maintenant les aménagements, je vous en ai donné la définition tout à l'heure. Alors évidemment dans les aménagements, on trouve ce qu'on trouve plus souvent, c'est le lotissement. Le lotissement, c'est-à-dire qu'on a un terrain qui n'est pas destiné à être construit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en terrain constructible. C'est-à-dire que pour l'instant, dans son état, il n'a pas la qualité d'un terrain à bâtir. Faire un lotissement, c'est donner un terrain à bâtir et donner des droits à construire sur un terrain, c'est-à-dire une surface de plancher qui permet de faire de la construction dessus. Donc, là, on va voir que les aménagements peuvent être soumis soit permis d'aménager, soit déclaration préalable. Toujours pareil, en fonction de l'importance des seuils, des enjeux, les enjeux qui peuvent être tout simplement la localisation. Le lotissement soumis à permis d'aménager, il est soumis à permis d'aménager parce qu'on a des équipements communs ou une voirie ou des équipements communs à au moins 2 lots. Par contre, s'il est en secteur protégé, même s'il n'y a pas d'équipement commun à la charge du lotisseur, on sera soumis à permis d'aménager. Le simple découpage d'un terrain pour créer un ou 2 lots, du fait d'être en abord de monuments historiques, sera soumis à permis d'aménager et pas à déclaration préalable. Après, nous avons par exemple les campings. Donc là, permis d'aménager PA ou DP en fonction du nombre d'emplacements autorisés ou du nombre de personnes maximum autorisées sur le site. Le parc résidentiel de loisirs, je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est un parc résidentiel de loisirs par rapport à un camping. Normalement, on n'est pas supposé avoir des tentes, mais par exemple des résidences mobiles de loisirs ou des HLM, des habitats légers de loisirs. Pareil pour le village de vacances. Terrain pour la pratique de sport motorisé, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec le motocross, évidemment. Dans le cas d'un motocross, d'ailleurs, on sera soumis, par exemple, à, pas étude d'impact, mais à une autorisation de la MRAE pour savoir si on soumet en fonction des enjeux directement à étude d'impact. Les parcs d'attractions ou aires de jeux et de sport, là, le seuil est quand même à 2 hectares, mais on aura d'autres seuils pour la déclaration préalable. L'aire publique de stationnement, dès lors qu'on fait 50 places, alors l'aire publique de stationnement, ça ne veut pas dire que le maître d'ouvrage ou que la domanialité sera publique, ça veut simplement dire que c'est ouvert au public. Par exemple, une grande surface veut faire 60 places de plus dans son parking, il sera soumis à permis d'aménager. Alors que même que, par exemple, le magasin existe, il a été autorisé sous forme de permis de construire, on veut faire 50 places de plus ouvertes au public, c'est-à-dire à la clientèle et pas au personnel, on sera soumis à permis d'aménager. Là, on a également les aires d'accueil des gens du voyage à partir de 3 emplacements. Donc, évidemment, on trouve le pendant pour la déclaration préalable. Donc, c'est simplement les critères qui changent. Par exemple, pour l'aire publique de stationnement, ça sera de 10 à 49 places. On a la notion d'affouillement et exhaussement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de transformer un terrain. J'ai un terrain qui est, à l'état de champ. J'ai besoin, par exemple, de faire des bassins de rétention. Ces bassins de rétention, ils seront d'une profondeur de 2 mètres, même seulement en un point de la superficie. Il suffit qu'ils touchent
Ils atteignent 2 mètres de profondeur en un point. Donc, en fonction de l'importance des travaux, je vais être soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager. Donc, que ce soit un affouillement ou un exhaussement, c'est-à-dire un mur important qui ferait plus de 2 mètres de haut en fonction de sa superficie. Enfin, un mur, c'est-à-dire un exhaussement de terre. Alors, nous avons également les coupes et abattages d'arbres dans les EBC, espaces boisiers classés. Donc ça, c'est forcément quand on a un plan local d'urbanisme ou lorsque le PLU est en phase d'élaboration. On a également les aménagements serres, modifiant, supprimant un élément protégé par un PLU ou une délibération de conseil municipal. Également, on trouve pareil, c'est comme pour les constructions, pour les démolitions de construction. Dépôt de véhicules et garage collectif de 10 à 49 places. Donc également, donc là, c'est le fait, on n'est pas dans de la construction, on est bien dans aménager un terrain pour mettre, là par exemple, pour mettre des garages, pour mettre par exemple des caravanes, mais qui ne serait pas un camping, qui serait un dépôt de caravanes. Alors, l'installation d'une caravane sur le terrain de la résidence propriétaire. Donc là, c'est la petite illustration que vous avez en bas. Là, d'après une jurisprudence récente, pour permettre l'installation d'une caravane sur un terrain vierge, par exemple, plus de 3 mois dans l'année, et avoir une déclaration préalable à déposer, ça vient d'être jugé, il faut qu'on soit dans les parties urbanisées de la commune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en zone constructive d'une commune, et non pas bien à l'extérieur de la commune. Alors, le recours à l'architecte. Donc, le principe, c'est que normalement, toute construction doit recourir à des prestations d'un architecte. Un architecte qui figure dans l'ordre des architectes départementaux, qui est répertorié, qui a un numéro d'agrément. Après, nous avons des exceptions. L'exception, c'est le bâtiment d'habitation, c'est-à-dire que quand un maître d'ouvrage construit pour lui-même une maison de moins de 150 mètres carrés, enfin une habitation de moins de 150 mètres carrés, en général c'est une maison, ou pour les constructions agricoles, moins de 800 mètres carrés. Donc on a un principe, le principe c'est le recours obligatoire à l'architecte, et l'exception c'est les 2 exceptions que je vous ai données. C'est pas le contraire. Pour mieux comprendre les seuils, c'est pas le contraire. Un permis de construire sur une maison qui fait déjà plus de 150 mètres carrés de surface de plancher. Il faudra peut-être que je vous fasse une distinction entre la surface fiscale. Les travaux surexistants, d'une maison de plus de 150 mètres carrés, qui sont soumis à permis de construire, doivent comporter une signature d'architecte. Je fais une véranda de 50 mètres carrés sur une maison qui en comporte déjà 160 mètres carrés, mon permis de construire devra comporter, même si c'est une extension, devra comporter une signature d'architecte. La différence entre, ça m'amène à vous expliquer la différence entre la surface de plancher et la surface fiscale. En fait, on part de la surface fiscale qui est l'ensemble des locaux clos et couverts, mesurés au nu du mur intérieur, mais du mur, du mur de la construction, et donc au-dessus d'un mètre 80 de haut. Ça nous donne une surface fiscale. Pour arriver à la surface de plancher, on va déduire les surfaces de stationnement. Par exemple, j'ai une maison avec une partie garage. Ma maison peut faire 150 mètres carrés de surface fiscale, mais je vais déduire par exemple les 10 mètres carrés de la surface de stationnement. Donc ma surface de plancher sera de 140 mètres carrés. Alors, je vous ai parlé déjà un petit peu de la phase préopérationnelle, c'est-à-dire en principe avant d'avoir déposé une autorisation. Ce qui est vraiment très important, donc c'est là qu'on va introduire le certificat d'urbanisme opérationnel. Il y a possibilité et un grand intérêt, on verra après avec la table ronde, un grand intérêt à solliciter l'administration ou différents services ou différents concessionnaires avant d'établir son projet et de déposer à l'instruction sa demande d'autorisation. Il y a un grand intérêt à obtenir des informations de l'administration. Donc ça peut être d'une manière officielle, entre guillemets, via la demande à l'administration qui s'appelle le certificat d'urbanisme opérationnel. Donc 2 types. Dans le certificat d'urbanisme, dans le CERFA, vous avez un petit A, un petit B. Le petit A, c'est souvent ce que demandent les notaires, où ils veulent juste savoir quelle est la réglementation, les servitudes applicables dans la commune et plus précisément dans la zone. Dans ce cas-là du petit A, d'ailleurs, on n'a pas de zone, on est vraiment à l'ensemble de la commune. Et le petit B, c'est ce qu'on appelle le certificat d'urbanisme opérationnel. Le demandeur, qui n'est pas forcément le propriétaire, qui peut ne pas être le propriétaire. Pas comme les autorisations d'urbanisme qui sont déposées par le propriétaire ou une personne habilitée par le propriétaire à déposer.
le certificat d'urbanisme peut être demandé par n'importe qui. Ce certificat d'urbanisme opérationnel, il pose une question à l'administration. Cette question, c'est par exemple, sur ce terrain, identifier que sa parcelle cadastrale, je veux faire un projet d'une maison d'une centaine de mètres carrés, par exemple, de surface de plancher, avec une implantation approximative dans la parcelle. Approximativement, mon implantation, elle sera là. La réponse de l'administration va porter sur 4 points. Donc déjà, l'administration est obligée de répondre. Elle a 2 mois pour répondre. Elle peut répondre au-delà des 2 mois. Sa réponse aura la même valeur. Ça a été jugé, sa réponse aura la même valeur que si la réponse avait eu lieu dans les 2 mois. Elle engage l'administration pareillement. Donc cette réponse va porter sur 4 points. La destination de la construction, c'est-à-dire si on me dit pas, si on me dit je veux faire une construction ici, si je n'ai pas la destination, je ne peux pas répondre. Si je ne peux pas répondre, je dis à la personne je ne peux pas vous répondre. C'est tout bête. Je ne peux pas demander officiellement un complément. Je dis simplement je ne peux pas vous répondre puisque vous ne m'avez pas suffisamment caractérisé votre projet. Donc la question porte sur la destination de la création. Alors les destinations, c'est commercial, artisanal, habitation, agricole. Donc ça, c'est vraiment très important parce que la réponse, la réglementation d'urbanisme ne sera pas la même en fonction de la destination. L'implantation approximative de la construction, si sur un terrain de 5000 m², on ne me dit pas où est-ce qu'on veut mettre la maison, je ne pourrai pas répondre pareillement. La réponse va porter sur les servitudes d'utilité publique. Je vais énumérer toutes les servitudes qui peuvent concerner le terrain lui-même ou la proximité du terrain. Par exemple, si je suis en périmètre de captage rapproché d'une source d'eau potable protégée par une DUP donc, qui a défini cette servitude d'utilité publique, je vais le dire parce que, évidemment, ça va pouvoir contraindre les possibilités de construire. Surtout la desserte du terrain en équipement public. Est-ce que le terrain est desservi? Est-ce qu'il est desservi à quelle distance il est desservi? Est-ce qu'il y aura besoin d'extension de réseau? Et est-ce que, par exemple, ces extensions de réseau, en fonction de la destination de la construction, est-ce que moi, j'aurai le droit de le mettre directement à la charge du candidat à la construction? Donc, cette réponse de l'administration, elle engage l'administration, elle est valable 18 mois. C'est très important. Ce que j'ai répondu dans les 18 mois donne une garantie, une certaine garantie sur les 4 points que je vous ai donnés. Une certaine garantie, pas une garantie complète. Ce n'est qu'un début d'instruction pour le porteur de projet. Il n'a pas encore l'assurance vraiment qu'il pourra faire son projet. Par exemple, le fait de dire vous êtes en périmètre d'abord de monuments historiques, on n'a pas du tout les caractéristiques de la construction. Il ne sait pas du tout si la maison de ses rêves, il pourra la faire ici. Parce qu'on n'a pas la couleur, on n'a pas les caractéristiques des tuiles, on comprend bien. Ce n'est qu'un début de réponse, mais ce n'est pas qu'il pourra exactement faire son projet pour l'instant. Est valable 18 mois avec possibilité de prorogation par période d'1 an, en l'absence de changement de réglementation ou de régime de taxes. Voilà, si la réglementation a changé, je ne pourrais pas, au-delà des 18 mois, je ne pourrais pas lui proroger sa demande. L'implantation qu'il choisissait maintenant, qu'il avait choisi à l'époque, maintenant elle est dans une zone non constructible, je ne vais pas proroger son CU, je vais lui faire un CU négatif. Pareillement, ça ne protège pas par rapport à l'évolution des servitudes d'utilité publique. À l'époque, il n'y avait pas de servitude qui était vraiment une grosse contrainte, qui était une contrainte à son projet. Depuis, il y a eu une DUP, on a par exemple créé un captage, une protection de captage, et ben, au bout des 18 mois, ou même pendant les 18 mois, pardon, il ne sera pas protégé par rapport à une servitude d'utilité publique nouvelle qui vient s'imposer à la réglementation applicable communale. C'est quelque chose qui est supérieur à la réglementation applicable à la commune. Alors, je vous ai parlé donc de cet échange qui est un échange écrit, le certificat d'urbanisme, avec une réponse écrite de l'administration, qui engage l'administration, mais évidemment, il ne faut pas oublier tous les échanges préalables avec l'administration parce qu'ils sont encouragés, notamment pour des projets à enjeux complexes. Des lotissements, des établissements recevant du public, du gros permis groupé, dès lors qu'on est en secteur protégé. Les discussions qu'on peut avoir, les réponses qu'on peut avoir des différents services, qui soient des services de l'État, qui soient également les concessionnaires de réseau. Donc là, souvent, c'est le travail des professionnels, par exemple, comme le bureau d'études ou le géomètre ou le bureau d'études qui a en charge une assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple, pour une maîtrise d'ouvrage publique ou privée. Il devra aller rencontrer ou obtenir des informations avant, évidemment, de déposer son projet, puisque après il y aura la phase d'instruction qu'on va voir maintenant et qui est évidemment primordiale.
Donc voilà la phase d'instruction. Donc il y a le dépôt obligatoire en mairie de l'autorisation ou du certificat d'urbanisme. Le guichet pour toutes les demandes, c'est toujours la mairie. Hein, c'est toujours la mairie. La mairie a un certain nombre de choses à faire en mairie, et notamment surtout de transmettre le dossier à l'instructeur, sauf il y a quelques communes qui assurent elles-mêmes leur instruction en Côte d'Or. Autrement, c'est de transmettre à son service instructeur. Le service instructeur qui peut être la DDT pour toutes les communes soumises au RNU qui n'ont jamais eu de document d'urbanisme, donc on appelle des communes non compétentes. Là, c'est la DDT pour le compte du préfet qui est compétent. La compétence pour des projets de droit commun, c'est-à-dire hormis des projets de compétences État, qui sont purement de compétences État, comme par exemple parce que ce sont des travaux d'énergie, par exemple la création du photovoltaïque au sol, le transport d'énergie électrique, ces projets-là sont toujours de la compétence État, auquel cas ce n'est plus le service instructeur de la commune qui va assurer l'instruction, mais bien la DDT. Ce qui va être fait dans le premier mois du dépôt, dès que possible, la commune, donc le maire, va transmettre avec son avis, on lui demande un avis dans tous les cas, son avis et également avec les renseignements liés aux équipements, liés aux enjeux qu'il pourrait y avoir sur le terrain. Donc cet avis est transmis au service instructeur, quel qu'il soit. Donc ça va permettre de faire l'instruction et d'aider le service instructeur, notamment pour définir les consultations, les différentes consultations à opérer. Ce que le porteur de projet va savoir, le pétitionnaire va savoir avant le premier mois d'instruction, qui est prévu par la réglementation, s'il n'a aucune information officielle qui arrive de l'administration, il saura qu'en fonction de son projet, il aura le délai de base de l'instruction. Déclaration préalable 1 mois, PC sur maison individuelle 2 mois, permis de construire et permis d'aménager 3 mois. C'est un délai de base. Si l'administration entend modifier ce délai de base en fonction de la localisation et des enjeux, il faudra que soit notifié un nouveau délai avant la fin du premier mois, soit notifié officiellement au porteur de projet le nouveau délai. Par exemple, il a déposé un permis de construire pour un commerce 3 mois d'instruction, mais ce commerce accueillant du public, c'est un établissement recevant du public. Ces 3 mois passent à 5 mois d'instruction parce qu'il aura à consulter des commissions, la commission d'accessibilité, la commission de sécurité. Et le délai de 3 mois passe à 5 mois pour pouvoir assumer ces consultations. Donc, mais il faudra quand même qu'on définisse avant le premier mois, qu'on donne cette information officiellement aux pétitionnaires. Si on ne donne pas cette information, eh ben, au-delà du délai de base, la personne pourra prétendre avoir une décision tacite. Elle va dire, moi j'ai une décision tacite, je peux commencer mes travaux. On verra après donc les possibilités dans des cas comme ça, comment l'administration doit agir. Transmission service instructeur. L'instruction consiste évidemment à faire des consultations. Dans les consultations, 2 grands types de consultations. Les consultations obligatoires du fait de la réglementation. Par exemple, je suis dans un périmètre de protection, je suis en abord de monument historique. Dès le début, le maire devra envoyer un dossier à l'architecte des bâtiments de France. Et nous, on devra majorer pour dire le PC pour maison individuelle passe de 2 mois. Le permis de construire passe de 3 mois à 4 mois du fait de la consultation. Ça, c'est pour la phase consultation. Donc, dans la phase instruction, on va demander, donc je parlais des consultations obligatoires qui sont définies par la réglementation, et il y a les consultations facultatives. Par exemple, la servitude d'utilité publique, je dois l'appliquer, mais elle ne me confère pas quand même 1 mois de plus, par exemple, pour consulter l'agence régionale de santé. Je peux le faire pour m'assurer de ma bonne compréhension de la servitude d'utilité publique, mais elle ne me donne pas le droit d'avoir 1 mois de plus. Je dois le faire à l'intérieur du délai. Donc, il y a des consultations facultatives qui vont aider l'instruction et des consultations obligatoires qui doivent être faites et souvent qui génèrent ou non, pas obligatoirement, une majoration de délai. Donc, dans cette phase d'instruction, je vais également regarder la réglementation applicable pour définir quelle décision doit être proposée à l'autorité compétente. Également, dans le délai d'1 mois, si je juge que mon dossier est incomplet,
je devrais, dans le délai d'un mois, faire une demande de pièces complémentaires qu'on appelle. La conséquence de cette demande, si elle a bien été notifiée dans le délai d'un mois, c'est que, par exemple, mon délai pour une maison individuelle de 2 mois n'a jamais démarré. Ce délai de 2 mois va démarrer uniquement quand la personne aura complété, on appelle ça la complétude, aura complété par un nouveau dépôt de pièces, toujours en mairie, pas directement à la DDT, ni à la Comcom, mais bien directement au maire. Il y aura un accusé de réception et le délai de 2 mois va courir à partir de ce nouveau dépôt de pièces complémentaires. Qu'est-ce qui arrive quand j'envoie quand est notifié cette demande d'incomplet, s'il n'y a pas de complétude ou si la complétude n'est pas satisfaisante dans un délai de 3 mois, le dossier sera rejeté sans avoir fait de décision. Il y a quand même un principe, même quand il n'y a pas besoin de décision, c'est quand même bien de faire un courrier au porteur de projet pour lui dire qu'est-ce qu'il est advenu de son instruction, qui ne se croit pas fondé à faire ses travaux alors que nous estimons que son dossier a été rejeté. Donc ça, c'est de la bonne administration, on va dire. Donc voilà, vous verrez en rouge les délais majorés pour consultation obligatoire, l'architecte des bâtiments de France, le gestionnaire de voirie par le Conseil général. Pour les établissements recevant de public, alors vous verrez, il y a beaucoup d'acronymes. La CDAC, la commission départementale pour les terres agricoles, de consommation des terres agricoles. Voilà un schéma qui synthétise un petit peu l'instruction, l'examen technique, la synthèse de l'examen technique, la proposition d'arrêté au maire. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, arrêté pris par le préfet, donc je vous en ai un petit peu parlé. Les arrêtés sont pris par le préfet pour certains cas, projet pour le compte de l'État. Le préfet peut déléguer au DDT ou à un agent de la DDT. Par contre, pour les communes RNU qui n'ont jamais été soumis, qui n'ont jamais eu de document d'urbanisme. Donc, elles sont soumises au règlement national d'urbanisme et le maire, on dit que le maire n'a pas la compétence, il a la compétence au nom de l'État. Si bien que si à l'issue du délai d'instruction, la DDT doit propose une réponse favorable et que le maire a émis un avis favorable, c'est le maire qui est compétent pour signer l'arrêté. Si par contre le maire était favorable et nous, on doit être défavorable, par exemple pour suivre l'absence d'accord conforme de l'architecte des bâtiments de France. Donc, on appelle ça une divergence et on aura un arrêté divergent qui sera forcément pris par le préfet et pas par le DDT, puisque évidemment, le préfet reprend la compétence pour faire l'arbitre entre les deux autorités. Autrement, la proposition, la plupart du temps, est envoyée au maire. Un retour d'arrêté signé, plus réceptionné par le demandeur. Donc le demandeur doit avoir une notification dans le délai qu'on a défini tout à l'heure. Et après, le dossier est envoyé, on calcule des taxes le cas échéant, puisque, donc on l'a vu, la plupart du temps, ça génère de la taxe, par exemple, la taxe d'aménagement et la redevance pour l'archéologie préventive. Voilà le déroulement du dossier. Donc maintenant, les règles à prendre en compte. Je vous ai dit dans la phase d'instruction, surtout, ce qui compte, c'est de savoir si le projet est réalisable en fonction de la réglementation en vigueur dans la commune. Donc, on doit prendre en compte pour toutes les communes. Alors, pourquoi toutes les communes? Donc, je vous ai dit qu'il y a des communes qui relèvent du règlement national d'urbanisme, des communes qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme et des communes qui, en plus, peuvent avoir un règlement particulier. Donc, dans toutes les communes, on prend les servitudes d'utilité publique. On a vu l'architecte des bâtiments de France, les abords, par exemple, les abords de monuments historiques. On peut avoir, par exemple, la servitude d'utilité publique pour la protection d'un captage. Donc, si le règlement de la DUP dit qu'on est en secteur rapproché où toute construction est interdite ou très réglementée, cette servitude va s'imposer qu'on soit dans une commune A+, une commune avec une carte communale ou une commune soumise au règlement national d'urbanisme strict. Donc là, la servitude va s'imposer. La loi relative aux aérodromes, donc par exemple, qui est dans la hiérarchie des normes qui vient au-dessus des PLU, au-dessus du RNU. Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme. L'article R111.2 qui est sur l'hygiène et la salubrité. Même dans une commune A+, s'il y a un problème de salubrité, d'hygiène, par exemple une distance par rapport au bâtiment d'élevage qui génère un problème de salubrité, je vais appliquer le R111.2, y compris dans une commune A+. Le R111.27, on en parlera tout à l'heure pour la qualité
la qualité des autorisations d'urbanisme. Là, moi, c'est vrai que j'essaye de vous parler je vous parle de la qualité réglementaire, si vous voulez, enfin réglementaire, c'est-à-dire l'instruction. Mais il y a la qualité des projets, hein, on va le voir également lors de la table ronde. Et donc là, ça va être l'article R127 qui dit en fait, par rapport à un environnement qui est de qualité, est-ce que le projet s'intègre dans cet environnement de qualité? Toute la difficulté d'utiliser ce R127, c'est d'arriver à caractériser l'enjeu, l'intérêt de cet environnement, de ce paysage. La difficulté pour les services instructeurs. Le SCOT, donc le schéma, le SCOT, qui peut avoir à s'appliquer en termes de compatibilité selon que le SCOT peut être prescriptif dans certains cas ou simplement avoir des orientations. Et les orientations du SCOT peuvent être prises pour des opérations, par exemple pour des gros lotissements. Les gros lotissements vont être directement compatibles avec le SCOT. Les règles écrites ou graphiques en vigueur des lotissements. Donc, le lotissement, on peut avoir dans un lotissement un règlement. Ce règlement doit être peut-être plus restrictif et pas plus permissif que la norme supérieure, c'est-à-dire que le PLU ou le règlement national d'urbanisme. Donc, ce règlement du lotissement va également s'imposer aux constructions à faire sur le lot. Les cahiers de prescription en ZAC, dans des zones d'aménagement concerté, on peut avoir un cahier de prescription une prescription urbaine, de zone urbaine, une prescription en urbanisme qui auront à s'appliquer directement au projet. Par exemple, si dans le cadre de la ZAC, le cahier de prescription dit ce promoteur, je lui donne 400 mètres carrés de surface de plancher, si le permis de construire arrive et fait 500 mètres carrés, on devra refuser le cahier, parce que ça ne sera pas conforme au cahier de prescription. Les communes dotées d'un PLU, évidemment, c'est le règlement et les documents graphiques du PLU. Ça peuvent être opposables les orientations d'aménagement de la zone et évidemment le règlement. Communes non dotées d'un PLU. On a le règlement national d'urbanisme dont certains articles sont d'ordre public et d'autres non. On a par exemple les règles de prospect qui définissent où est-ce que je peux construire par rapport à la limite avec mon voisin, la limite séparative. Le zonage de la carte communale, effectivement, il y a une zone constructible, une zone non constructible. La zone non constructible, la réglementation dit ce qu'on a quand même le droit de faire dans une zone non constructible, c'est très limité. Par exemple, des équipements collectifs. Si je veux faire ma maison en zone non constructible de la carte communale, ça sera un refus. Le principe de la constructibilité limitée, donc là, c'est ce qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie dans les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Est-ce que le terrain est constructible ou non? Ça, c'est l'article L111.3 qui dit qu'en dehors des parties urbanisées de la commune, on ne peut pas construire. Et les exceptions, parce que quand il y a un principe, il y a toujours des exceptions, les exceptions sont contenues à l'article L111.4, 4 types d'exceptions. Et donc, c'est ce qui nous vaut beaucoup de divergences avec les maires. Un maire peut penser que ce terrain est dans les parties urbanisées de la commune. Et nous, au vu des critères jurisprudentiels d'application du L111.3, on peut considérer que ce n'est pas acceptable. On n'est pas dans les parties urbanisées. Alors maintenant, une fois que les décisions sont prises, alors pour être rapidement, qu'est-ce que devient cette décision? Il y a possibilité de la retirer pour illégalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était tacite au bout de 3 mois, mais en fait, il fallait 5 mois. Et effectivement, il faut, par exemple, ne pas donner cette autorisation. On va faire une procédure de retrait à l'initiative de l'administration. Cette procédure est très cadrée. Dans les 3 mois, il faut faire une procédure contradictoire, c'est-à-dire écrire au pétitionnaire, lui prévenir qu'on va devoir retirer et lui dire pourquoi, parce que évidemment qu'il peut se défendre et donner lui-même ses observations. Abandon du projet, ça c'est la personne qui abandonne son projet. Alors pourquoi elle va demander expressément? Parce qu'autrement on va lui demander de l'argent, on va lui demander la taxe d'aménagement et souvent il l'aura déjà payé. Il va demander un dégrèvement et il a besoin d'un arrêté de retrait pour obtenir ce dégrèvement de l'administration. La prorogation, donc en fait, quand j'ai un permis de construire, par exemple, j'ai 3 ans pour débuter mes travaux. Une fois que j'ai débuté mes travaux, je ne peux pas les interrompre pendant plus d'1 an. Autrement, cette autorisation, il y a péremption d'autorisation, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de continuer mes travaux. Il me faudra une nouvelle autorisation. Il y a des suspensions de délai qui sont prévues, notamment quand il y a un recours devant une juridiction. Évidemment, je suis dans l'incapacité de faire mes travaux puisque j'ai un recours contre mon autorisation. Il y a possibilité donc proroger par exemple le permis de construire, le permis d'aménager. On peut le proroger
uniquement 2 fois successivement, et à chaque fois pour un délai d'1 an. Sauf ENR, ça veut dire énergie nouvelle. Par exemple, pour des projets autorisés de photovoltaïque au sol, je pourrais demander le renouvellement 10 fois. Bien garder les permis de construire, même si les travaux n'ont pas commencé. On peut transférer également l'autorisation. Donc, si ça change de propriétaire, l'autorisation a été donnée, on peut en demander le transfert à un nouveau propriétaire. On peut modifier également une autorisation obtenue, mais il faut que le projet ne soit pas fondamentalement changé, et donc auquel cas donc ça ne modifie pas le délai de validité, et surtout ça ne remet pas en cause les règles initiales. Voilà, là c'est une modification d'un projet en cours de validité. Ce qu'on vous a préparé maintenant, c'est un petit quiz qui est uniquement pour reprendre un peu tout ce qu'on vient de voir et avoir quelques questions et quelques réponses. Construire une terrasse de plein pied, rien du tout, ou déclaration préalable en secteur protégé. Donc là, ça résume tout à fait. Donc du fait, il n'y a pas d'enjeu pour construire au niveau du sol, sauf si dans la localisation, il peut y avoir un enjeu. Édifier un mur de clôture, on a le mur de soutènement, le mur de clôture ou des autres murs. Le mur de clôture, c'est bien celui qui va venir ceindre notre terrain, hein, qui fait une limite avec les voisins ou avec la voirie publique. Alors, si c'est un mur de soutènement, on n'a rien, ou toujours pareil, en secteur protégé. Un mur de clôture, donc maintenant les murs de clôture ne sont pas directement, sauf évidemment secteur protégé, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Pour autant, je vous ai dit qu'elles doivent respecter, si le plan local d'urbanisme dit le mur de clôture sera maçonné et ne devra pas faire plus d'1,40 m de haut, même si la commune n'a pas soumis l'édification de clôture à déclaration préalable, le mur devra respecter le PLU. On est bien d'accord. C'est pas, je n'ai pas de DP à respecter, donc je n'ai pas de règles à respecter. Dans les communes en RNU, la commune peut également délibérer pour soumettre à déclaration préalable les murs de clôture. Alors, si autre mur, rien. Alors, un mur vraiment au milieu de ma propriété, s'il ne fait pas plus de 2 mètres de haut, je n'ai rien à déposer. Ravaler une façade sans changement de destination. Alors rien, donc on est bien dans le ravalement, pas dans la modification de l'aspect extérieur, c'est-à-dire que je ne passe pas d'un mur violet à un mur rose, enfin jaune. Voilà, je reste dans la même couleur. Percer une fenêtre sans changement de destination, déclaration préalable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe d'une grange agricole, on en fait une maison, puis là, on aura bien un permis de construire. Même si on fait seulement une fenêtre ou seulement on change les tuiles, par exemple, modification de l'aspect extérieur. Non, pas les tuiles, pardon. C'est bien les façades et les structures porteuses. Justement, la toiture ne compte pas dans un cas comme ça. Alors, installer une piscine. Donc, en fonction, là, on va prendre en compte la localisation et également le dimensionnement du bassin. Hein, donc, entre 10 et 100 mètres carrés, déclaration préalable. On prend le bassin. Et également, si elle est couverte ou non. Une construction neuve ne constituant pas une extension. Donc, on a vu l'extension, elle a un lien physique et fonctionnel avec un bâtiment existant. La construction neuve, donc là, c'est en fonction du seuil et de la localisation. Donc, le seuil entre 5 et 20 mètres carrés d'épais, à partir de 20 mètres carrés, permis de construire. Je regarde quand même la réponse. Voilà. Bon, c'est un petit peu fastidieux à lire tout ça. Après, vous avez évidemment la notion de secteur protégé. Extension d'une construction. Alors, véranda, un niveau supplémentaire. Alors, l'extension d'une construction, ce n'est pas forcément une modification du volume. Je suis dans un volume, j'avais 5 mètres ou 6 mètres de hauteur de plafond, je fais une mezzanine. Ça constitue bien une extension. Pourquoi? Parce que je vais créer de la surface plancher supplémentaire. Pour autant, ça ne modifie pas le volume. Et donc, je serais bien dans le cas d'une extension d'une construction. Et ça va créer de la surface fiscale supplémentaire. Alors là, pareil, entre 5 mètres et 20 mètres carrés, ça veut dire que si je fais une mezzanine, par exemple, de 5 mètres carrés, je ne suis pas soumis à déclaration préalable et je n'aurai pas de taxation sur ce supplément de surface. Je vous ai parlé déjà de la subtilité dans les zones U des plus. On peut avoir de l'ADP jusqu'à 40 mètres carrés, mais dès lors que ça ne contribue pas à dépasser 150 mètres carrés de la construction existante.
Par contre, si je dépasse déjà 150 mètres carrés, je pourrais faire ma véranda de 40 mètres en DP. Réfection d'une toiture, aménagement d'une chambre dans les combles. La réfection d'une toiture, donc, elle est soumise uniquement à DP. L'aménagement d'une chambre dans les combles. Donc, les combles sont déjà considérés comme de la surface close et couverte, comme de la surface fiscale. Le fait de transformer cette surface de plus de 5 mètres carrés en une surface de plancher ne sera soumise qu'à déclaration préalable. Ça peut être également le garage. Mon garage, il a été déclaré lors de ma construction. En théorie, il est supposé avoir été soumis à taxation. Le fait de transformer ce garage en pièce à vivre ne suppose qu'une déclaration préalable, même si j'ai 50 mètres carrés de garage. Voilà la petite travaux intérieurs d'aménagement, sans création de surface de plancher, donc sans changement de destination, rien, avec changement de destination, DP. Avec changement de destination qui modifie les structures porteuses, permet de construire. Installer une classe démontable dans un collège, là on est dans du temporaire, rien si moins d'une année scolaire. DP ou PC, c'est plus d'une année scolaire. Donc on a le cas très spécial des PC précaires, je ne vais pas vous en parler, c'est très limité. Installer une antenne parabolique ou un climatiseur. DP, si la parabole est installée en façade ou sur le toit, évidemment, parce qu'on modifie l'aspect extérieur. Rien si la parabole est installée sur le sol. Évidemment, là, le critère hauteur peut rentrer en ligne de jeu si c'est supérieur à 12 mètres d'eau. Travaux sur espace public, le principe, c'est rien, sauf en secteur protégé. Modification des voies et des espaces publics. Pareil, en secteur protégé, je suis soumis à déclaration préalable. Création d'un espace public, c'est rien. Et là, on passe directement à un permis d'aménager. En secteur protégé, il n'y avait rien du tout. Je vais faire un petit espace public avec, je ne sais pas, des bancs, un réverbère. Enfin, je crée un espace où les gens vont pouvoir venir s'installer. Donc, je modifie l'aménagement existant. Je vais être soumis à permis d'aménager.